Tu vas faire quoi? Je vais enregistrer le clap. 3, 2, 1. Merci. Voilà. Comme ça fera super authentique. J'ai mon bonus de début d'émission. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Salut les loustiques, merci de bien vouloir nous suivre pour ce nouveau numéro dont on n'est pas trouvé pour ces conneries. Un peu de retard pour ce 5e épisode en raison d'un montage beaucoup plus important que prévu pour le précédent, mais on reprend une activité normale à partir de maintenant. Pour ceux qui débarquent, le concept de cette émission est simple, il consiste à réunir à chaque fois une petite troupe différente pour évoquer une Madeleine de Proust commune, quelque chose qui a été important quand on a été tout petit, ou comme dans le cas présent, plutôt qu'on était ado je pense. On discute tranquillement autour d'un café, d'un thé de ce sujet qui a été important, et qui est peut-être resté important pour certaines personnes ici présentes. Je suis entouré de 3 personnes qui vont se présenter tout de suite. Je commence par Betty. Bonjour Betty. Hello. Qui es-tu Betty? Qui je suis? Comment veux-tu te présenter en quelques mots? C'est une grande question. C'est très difficile. On va dire que je suis une... On va commencer par dire que je suis un être humain. Ça va. Et puis une femme. J'habite à Paris. Et j'aime bien les trucs un peu bizarres. Et j'adore les requins et les baleines. Les Voilà. requins et les baleines. Voilà. J'avais pas ça dans mes fiches. On enchaîne avec Gaëlle. Salut Gaëlle. Salut, Comment ça va? ça va. Et à ton tour, comment veux-tu te présenter? Je suis aussi un être humain, sexe féminin, et ancienne joueuse de Magic qui a encore pas mal de cartes à la maison et qui replonge de temps en temps dans mon vieux péché. Voilà. D'accord, merci. Alain. Oui, alors je vais dire que je suis aussi un être humain pour faire genre comme les précédents. Alors qu'on sait que c'est pas vraiment C'est vrai, pas, toi et c'est moi. pas, c'est pas vrai, faut pas le dire. Donc je m'appelle Alain, j'ai 26 ans, je suis éditeur de jour et auteur et game designer la nuit. Et j'ai découvert, comme tu l'as dit, Magic durant mon adolescence. Et on est en liaison satellite avec un autre invité, quelqu'un qui est virtuellement présent grâce aux outils de la communication moderne. Salut à toi, Matt. Salut César, salut à tous. Je vais te laisser te présenter également tes nombreuses activités. Pour faire court, je suis un chroniqueur comics et je suis l'instigateur de lescomics.fr et d'un magazine qui s'appelle Comics Mag. Qui on est à son 2e, 3e numéro, j'ai plus suivi. On compte comme Windows en fait, donc on a déjà sorti 5 numéros, mais c'est le numéro 2. On a un 0, un numéro 1, un 1 bis, un inter et un numéro 2 qui vient de sortir. Et l'idée c'est à chaque fois qu'il y a un gros film adapté d'une histoire de super-héros qui sort, il y a un numéro de Comics Mag associé qui propose de faire découvrir les comics aux gens qui n'en lisaient pas jusqu'à présent. Normalement, vous trouvez ça dans toutes les bonnes crèmeries, les librairies qui sont tantinées concernées par la cause du comics. Je me trompe? Principalement les librairies BD pour l'instant. Ouais. D'accord. Merci à tous de votre présence. Tous ensemble pendant une heure, un petit peu moins ou un petit peu plus. On va voir, on va parler de Magic, l'Assemblée ou The Gathering pour les puristes. On repart sur du jeu avec ce 5e épisode, mais pas un jeu vidéo puisque Magic c'est un jeu de cartes. J'ai eu pas mal de demandes à l'origine pour évoquer ce sujet-là, même si chacune des personnes qui l'ont proposé se sont désistées depuis. C'est pas bien grave parce que je suis avec des gens qui feront aussi bien sinon mieux, j'en suis certain. Avant de lancer le chrono, je vais demander à l'un d'entre vous de pitcher le jeu, de le présenter en quelques mots aux éditeurs
mais pas seulement aux éditeurs, mais à moi aussi, parce que moi j'y connais absolument rien à Magic. Enfin, j'ai quelques bases, donc je veux bien que l'un d'entre vous réintroduise le concept. Qui se dévoue? Et là, les gens se regardent. Moi, je peux essayer. Bah attends, il y a Gaël qui a levé la main, donc je veux bien que tu complètes après. Désolé. Magic, c'est comment dire, chaque joueur incarne un magicien dans un monde très différent d'une autre, et le but c'est de pulvériser les autres joueurs à coups de créatures, de sorts, et on commence en général avec 20 points de vie. Tu veux surenchérir, Matt? Non, c'est assez bien résumé. Des sorciers, des magiciens s'affrontent et ils doivent se poutrer à coups de sorts et d'énergie magique. Quelqu'un d'autre pour présenter le concept, Alain? Non, c'est super comme ça. D'accord. Si je me trompe pas, c'est un jeu qui a été créé par un certain Richard Garfield. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Vous connaissez le bonhomme, ou vous êtes juste des joueurs qui n'êtes pas allés chercher faire des recherches plus que ça comme moi? Non, pas du tout. J'ai beaucoup joué, et à une époque où il n'y avait pas vraiment internet pour se documenter sur les gens qui faisaient les jeux. Donc je sais que c'est fait par Wizard of the Coast, et c'est à peu près tout ce que j'ai en information industrielle. D'accord. Moi je sais juste que c'était lancé en 93 et que le bonhomme ensuite créé Netrunner et le premier jeu à collectionner Star Wars que j'avais plus ou moins approché, mais avant de trouver ça lourdingue, donc c'était le TCG. Et c'était édité par Wizard of the Coast en VO, et en français c'est pareil, ou c'est quelqu'un d'autre, vous savez pas? Il me semble que c'est ça, non? C'est toujours Wizard? Non, c'est Wizard, je crois bien. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'ai une petite question avant que ça se lance. Comment ça s'achète, ça? C'était comme les cartes Panini, on en a 10 dans un paquet, ou Voilà, on pouvait acheter des decks entiers, ou alors par paquet, par petits paquets de cartes. Selon les thèmes, on avait des couleurs ou des thèmes, parce qu'il y a des thèmes effectivement associés à ces cartes, principalement via ce qu'on appelle comment dire, j'ai oublié en plus, les terrains. Les terrains, oui. Si tu me regardes moi, je pourrais pas t'aider, je connais pas le sujet. Hein, on t'a bien laissé galérer, en plus on t'a regardé, on voyait que t'étais en panique, on n'a rien sympa, dit. Merci. Mais je savais en plus, hein, mais je voulais voir si t'allais retrouver. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vais lancer le timer. Hop, je vous rassure, vous n'allez pas passer votre temps à m'expliquer les règles. Hein. À partir de maintenant, vous allez un peu plus vous confier. Je rappelle les bails, une petite clochette quand on a mis les parcours et un bon gros gong des familles quand on arrive à la fin de notre heure. C'est parti. Petit tour de table, et du coup tu vas commencer, Matt. Comment t'as découvert le jeu? T'avais quel âge? À quelle période? Tout ça. Moi j'ai découvert le jeu, on doit être en mai ou en juin 1995, je vous propose de replonger dans vos souvenirs. Et en fait j'étais lecteur d'un magazine qui s'appelle Player One, qui mérite lui aussi complètement un prochain épisode de ce podcast. Et au moment de la sortie de la 4e édition de Magic l'Assemblée, il y avait un article dans Player One là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi, cette petite manchette m'a complètement inspiré, et j'ai un frère qui a 13 mois de moins que moi, pardon. Et du coup, on est tombé là-dedans et on s'est mis à beaucoup jouer à ça, alors qu'on n'était pas très proches. Et du coup, voilà, en 95, moi j'ai 15 ans, et je tombe dans la folie de Magic l'Assemblée. Gaël? Moi c'est la même époque, 95 ou 96, je saurais pas trop dire, et c'est aussi une histoire de frère, puisque j'ai un grand frère qui est arrivé un jour du lycée avec un gros paquet de cartes en disant tiens viens voir, j'ai ça, on va jouer un petit peu. Et puis c'était un petit peu du grand n'importe quoi au début parce que toutes les cartes étaient complètement mélangées, et puis au fur et à mesure ça s'est affiné. Je lui ai servi de testeuse de deck pendant longtemps, et un jour il en a eu marre, il m'a refilé une partie des cartes, il a revendu évidemment les plus intéressantes et les plus chères. Mais il m'en a laissé quand même un bon héritage, et puis j'ai continué pendant quelques années de mon côté aussi à jouer au Magic. Alain? Alors moi j'ai découvert ça quand j'étais au collège, donc j'étais vraiment tout petit. Donner des dates et des années, je sais pas, ça devait être au début des années 2000 du coup. Et en fait c'était ce que faisait une bande de personnes un peu geeks et un peu à côté, on va dire, durant les pauses, le midi ou autre. Donc j'ai découvert ça comme ça, je m'y suis mis, et c'était ça toute la journée en gros. Un autre cast déjà à cette époque. Betty? Moi, c'est un petit peu plus classique, mais ça commence aussi par une histoire de frangin, évidemment.
C'est mon petit frère qui a commencé à jouer à Magic. Il est revenu un jour de la cour de récré et il avait troqué je sais pas quoi contre ça. Et il me dit regarde, ça a l'air trop bien ça. Et moi je me dis je comprends rien tes trucs. Il y a des cartes. Non, tu dois d'abord mettre ça et puis après tu dois mettre ça. Et c'était vraiment le foutoir total. Le temps qu'on comprenne un peu comment ça se passe, on était déjà foutus. C'est quand même assez addictif, il faut dire. Donc Voilà. mine de rien, pour chacun d'entre vous, mine de rien, il y a un aspect un peu fraternel qui a joué, j'ai l'impression. Sauf pour toi, là, t'étais... Non, c'était pas du tout fraternel, mais... Et première question du genre, en fait, est-ce que c'était votre premier jeu de cartes justement est-ce que c'était votre première découverte d'un jeu de société un petit peu à grande échelle au niveau geek Je saurais pas dire. Jeu de société, non, parce que je crois, je parle au nom de tous, mais en fait, peut-être pas. On a commencé par des jeux typiques Monopoly, jeux de loi, Cluedo. le Monopoly, le Scrabble, peut-être, pour les plus sérieux, je ne sais pas. Le Cluedo, etc. Matt? Ouais, moi j'avais testé un jeu de plateau pendant un moment qui s'appelle Chill quelques années avant et ça nous avait pas plu du tout. Et moi à ce moment-là j'étais beaucoup plus jeu vidéo. J'étais un gros accro, mais vraiment accro à la Super NES que je faisais dans tous les sens. Et c'était plutôt du coup le retour à du jeu traditionnel en fait que j'avais plus du tout goûté depuis que j'avais abandonné les Lego quelques années plus tôt. Et du coup, tes parents, tu disais, ah, ça va, ils jouent, mais pas un jeu vidéo, donc ça passe. Mais non, mais surtout, c'est une époque où on a des grosses télé cathodiques, il y en a une seule par foyer, et donc quand tes parents regardent à la salle, tu ne peux pas jouer à la console. Et donc Non, il c'est pas fallait possible. trouver quelque chose à faire. Alain? Moi, en fait, je suis peut-être un peu plus jeune que les personnes qui sont ici. Du coup, moi, j'ai fait Pokémon durant ma petite enfance et a suivi Yu-Gi-Oh! Donc, les jeux de cartes, je connaissais un peu, j'avais pratiqué surtout l'aspect collectible et ensuite Magic. D'accord. Et enfin? Moi, c'est comme Betty, c'était un premier gros jeu de cartes, effectivement, que j'ai découvert. Matt, tu reprends la parole. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite quand tu as été confronté pour la première fois à cet univers? Je sais pas, en fait ça a tout de suite marché. Je pense que l'univers est hyper riche. Ce côté Heroic Fantasy est hyper riche. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai la fibre collectionneur, mais c'est une vraie maladie. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné, puisqu'en fait quand tu commences, t'achètes un deck, donc c'est une boîte dans laquelle tu as une 60aine de cartes, tu as des terrains et des sorts, et puis tu comprends très vite que des cartes il t'en manque, et que t'as pas tout. Et moi l'aspect collection, ça a été maladif sur moi, et je suis... j'ai un vrai problème avec ça, tu vois. Si tu m'offres 3 cartes d'un truc et qu'il y a 2000 cartes à avoir, plutôt que de dire je vais revendre les 3 cartes que j'ai, je vais avoir tendance à aller chercher les 1997 qui me manquent. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis le jeu, les mécaniques de jeu sont sympas en fait. C'est très complet, mais tu peux apprivoiser le truc rapidement, tu peux jouer de façon immédiate. Et puis voilà, du coup on est vraiment tombé dedans. Mais moi et mon frère, c'est vraiment un duo d'addicts. J'ai réussi à m'en sortir avant lui. Mais ouais, ça a été, mais franchement, hein, ça a été une Vous avez drogue trouvé dure, votre quoi. première drogue dure ensemble, en fait, si je te suis. C'est ça, ouais. Et Alain? à part des escarres aux fesses, c'est pas très dangereux pour la santé. Alain? Du coup, qu'est-ce qui m'a attiré dedans, Ouais. premier contact? Je pense que c'est vraiment un espèce d'aspect mystique. Genre vraiment, tu commences à jouer, t'as tes terrains, les illustrations, même à l'époque, elles étaient peut-être pas aussi belles qu'elles le sont aujourd'hui. Mais il y a vraiment il y a un truc mystique, je trouve vraiment, quand tu commences à mettre tes terrains, à sortir tes créatures, tu découvres même sans jouer cet aspect mystique, vraiment. Les filles acquiescent. Ah oui, tout à fait. Moi, j'allais justement en parler aussi, que ce soit par la qualité des illustrations déjà de base, même les anciennes cartes, parce que ça s'est amélioré effectivement avec le temps, parce qu'on a des technologies qui font que. Mais même à l'époque, moi, je suis une très grosse fan d'Heroic Fantasy, etc. Et j'avoue que même la carte en elle-même, moi, j'avais commencé à prendre des cartes. Juste pour les collectionner, comme disait Matt, pour la beauté des illustrations. Et surtout, moi, ce qui me faisait vraiment très plaisir, c'était les toutes petites descriptions, les citations qu'il y avait en dessous, et qui couplaient combinées avec l'illustration. Te raconter une histoire un peu, non? Te raconter une histoire, et puis il y avait surtout des cartes avec des monstres, et tu sentais la puissance de la chose. Enfin, c'était vraiment un côté mystique, tout à fait. Ouais.
Et si je peux rebondir là-dessus, les citations qui sont en bas des cartes, c'était des citations par des personnages fictifs de l'univers. Et donc tu comprends très très vite que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on t'en montre et que si tu creuses un peu, il y a des choses à aller sortir. Et du coup, c'est hyper intriguant et t'as envie de regarder à travers cette petite fissure dans le monde, t'as envie de voir ce qui se passe en fait à l'intérieur, quoi. Et encore une raison de faire acheter des cartes, quoi. Exactement. C'est ça. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Hein, c'est vraiment le côté Heroic Fantasy. C'est un univers très riche. Et effectivement, je me souviens que j'avais vraiment kiffé les illustrations. Il y a même au niveau. J'ai aussi un côté collectionneuse, hein, comme les autres, je crois. Et j'ai même fait des collections sur certains illustrateurs ou certaines illustratrices dont j'adorais absolument les dessins, quoi. Oui, donc j'ai l'impression que pour beaucoup, et ça me paraît naturel que ce soit l'aspect graphique qui séduise dans un premier temps, parce que j'ai l'impression que d'après ce que vous me dites, on a une période où il y a encore une petite carence en termes de fantasy, c'est pas forcément la hype Seigneur des Anneaux et Harry Potter qui est là, donc c'était une espèce de palliatif à tout ça. Oui, bon, il y a Betty qui hoche la tête, donc... Je sais pas, je veux pas interrompre, mais... Moi, tu peux m'interrompre quand tu veux. C'est vrai? Ouais. Ah, chouette. Les autres, non, mais moi, tu peux. Donc, oui, effectivement, c'était bien avant la vague Seigneur des Anneaux, etc., où maintenant, on a tellement de films... de séries, de dérivés, de goodies, etc. on sait plus trop, on est un peu noyé dedans. Mais à l'époque, on n'avait pas tant que ça. Hein. Même les boutiques qui vendaient les cartes, je me rappelle, on allait à l'œuf Cube qui se trouvait à Jussieu. Je crois que c'est la 3e fois qu'on parle de cet étabbissement depuis le début de ce podcast. C'est génial. Moi, j'ai passé des parties, soit à faire des jeux de cartes, des jeux de rôle aussi, dans l'arrière-salle. On rentrait dans ce magasin, on était dans un autre monde. C'était vraiment chouette. Et puis, je sais plus c'était quand, il y avait des marchés en fait qui se déroulaient au métro Jussieu sur les bancs, où les joueurs venaient avec leurs gros classeurs, je sais pas, 10-15 cm d'épaisseur parfois, avec leurs cartes qui vendaient ou échangeaient des cartes Magic, et ça chiffrait très lourd parfois, ça pouvait monter très haut. Matt, tu veux se renchérir? J'ai des expériences un peu similaires à aller acheter des cartes à un vieux mec chelou qui a des classeurs entiers à l'arrière de sa bagnole et du coup on achetait vraiment les cartes, enfin pas au cul du camion mais au cul de la BX, tu vois, et ouais, il y a un truc un peu on est juste je parle pour moi, mais on a à peu près tous, on a notre premier contact à peu près tous à la même époque avec Magic, mais on est avant Internet. Et en fait, c'est hyper peut-être pas important pour Alain puisque qui est un peu plus jeune, mais bah, il a commencé en 2000, mais enfin, c'était pas autant installé, ouais, Internet. Et du coup, la communauté geek, elle est dispersée. Et il n'y a pas beaucoup de points de réunion. On peut avoir des trucs, des fans hardcore de Philippe K. Dick ou des fans hardcore de manga ou des fans hardcore de comics. Et malgré tout, Magic, ça transcende un peu ces trucs-là. C'est plutôt les univers de l'imaginaire au sens large. Et du coup, ça faisait aussi des points de réunion parce qu'il y a des mecs à qui j'avais rien à dire parce qu'ils lisaient des mangas et que j'étais plutôt comics, par exemple. Et on s'est retrouvés autour de ça, quoi. Et le Magic, je trouve que ça transcendait un peu ces modes-là et ça a permis déjà de créer des communautés et de rencontrer des gens autour de toi qui pouvaient avoir des aspects un peu geek, mais dans le sens un peu noble du truc, tu vois. Du coup, qui s'intéressaient à ces univers un peu parallèles et qui, comme toi, étaient un peu seuls dans leur délire parce qu'il n'y avait pas de système d'organisation pour avoir une communauté qui s'intéressait à ces trucs-là. Cet homme parle bien. Quelqu'un va pouvoir ajouter quelque chose ou... Non, je pense qu'il a bien résumé. D'accord. Il n'y avait pas Internet, donc pas de possibilité de pouvoir se réunir. Personne n'était au courant il n'y avait pas Facebook, hein, il n'y avait pas d'event, il n'y avait pas ce genre de choses. Par contre, on savait qu'effectivement, tous les samedis, dimanches ou autres, il y avait les gens qui se réunissaient à cet endroit-là. Et ça permettait de faire des rencontres, en fait, entre passionnés. Et au-delà de l'aspect graphique et donc de l'univers qui vous était présenté comme ça par les cartes, est-ce que c'était quoi le deuxième effet qui se coule? Est-ce que c'était la mécanique de jeu? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui vous a fait dire non, ce truc-là me donne envie? Matt? D'abord, il y avait l'aspect customisation. En fait, quand tu récupères ton premier jeu, les cartes sont mises dans les paquets de façon aléatoire. Donc, tu vas acheter 3 boîtes de jeux et tu n'as pas le même jeu dans les boîtes. Donc, tu dois t'approprier ce jeu-là. Et puis, rapidement, tu échanges avec les gens autour de toi tes premières cartes. Et puis, il y a des cartes qui vont te manquer. On va peut-être parler du magazine Lotus Noir, dans lequel il y avait plein de références et d'astuces à propos de cartes. Et donc, on finit par aller chercher des cartes. C'est hyper customisable. Et dès que tu joues au jeu,
très rapidement, tu vas enlever des cartes, en rajouter et tout. Et donc, il y a une très forte personnalisation. Tu vas pouvoir avoir un jeu qui est plutôt rapide avec des dégâts immédiats, plutôt un jeu qui va te sortir rapidement des créatures hyper impressionnantes, que ce soit en défense ou en attaque. Tu peux jouer sur sur la magie bleue, c'était plutôt des trucs de modification. Tu fais croire à ton adversaire qu'il te fait des trucs et en fait tu peux le contrer au dernier moment, ce genre de choses. Donc il y avait vraiment, tu peux vraiment te servir de cette matière comme d'un bac à sable et en faire le jeu qui te ressemble, la façon de jouer qui te ressemble et un petit peu l'univers qui te ressemble. Et ça, c'est juste dingue en termes de création. Gaël ? Oui, juste pour... je rejoins tout à fait ce côté vraiment customisable. Ce qui m'a plu aussi, c'était... dans Magic, il y a 5 couleurs principales et chaque couleur a effectivement son type de jeu. Le bleu, c'est vraiment l'illusion. Le rouge, c'est plus gros bourrin. Le noir avec les marées, et, les morts, les zombies, les rats, par exemple. Donc c'est vraiment... il y avait différents univers et différentes façons de jouer et différentes façons de se rencontrer, d'aborder l'adversaire aussi. Ouais, donc le système de magie pour satisfaire les nerds, quoi. Exactement. Alain ? Je rejoins aussi ce qu'est dit là. C'est vrai qu'avoir ces différents types de magie, tu as des différents types de jeux, vraiment. Moi, je déteste jouer noir, par exemple, parce que je trouve que c'est du sadomasochisme affreux. Tu prends des risques, je hais ça. Moi, je préférais jouer vert. Pour t'expliquer, vert, c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, faut construire, c'est très lent. Moi, j'aimais ça. Et effectivement, avoir ces différents moyens de jouer, ces différents axes de jeu, ça permettait justement de customiser. Tu construis. Tu vas pas fonctionner de la même manière parce que, moi je parle de mon expérience où j'avais justement un peu tout le temps les mêmes personnes qui tournaient et avec des decks plutôt similaires à chaque fois. Donc tu construis aussi en fonction des gens que tu affrontes et tu adaptes ta stratégie par rapport à ça. Mais quand tu es en tournoi et que tu sais pas sur qui tu vas tomber, c'est un peu de l'impro, j'imagine. Moi, j'ai pas fait de tournoi. T'as pas fait de tournoi ? J'ai fait des AP, des avant-premières où il y a des sortes de petits tournois ou autres, mais un vrai tournoi, non, je me suis pas risqué. D'accord. Même question, Betty ? Alors, moi, ce que j'aimais, ce qui me plaisait beaucoup, c'était cet aspect effectivement stratégique. Et je l'ai retrouvé après, quand j'ai abandonné les cartes, parce que mon frère a vendu les scènes, etc. Puis j'ai mis un peu de côté parce que je suis passée sur console et sur PC surtout. Et j'ai retrouvé en fait après sur console mon frère qui est un gros geek qui a joué, qui a téléchargé ou acheté je sais plus le jeu Magic. Et je l'ai retrouvé. À quel moment là Là on est beaucoup plus tard, hein. On est après 2010 je pense. D'accord. Et j'étais complètement fan, j'étais en train de passer mon barreau, donc c'était horrible. J'étais cloîtrée à la maison, j'en pouvais plus, etc. Et c'était vraiment mon échappatoire, parce qu'il y avait une petite musique un peu d'ambiance derrière, qui était un peu mystique, et puis les cartes. Et on pouvait jouer soit contre des joueurs en ligne, soit contre la machine. Et c'était chouette, parce qu'on pouvait vraiment, là on avait le temps, on pouvait mettre sur pause, on voyait tout le terrain en fait sur l'écran et on pouvait effectivement changer le deck, adapter nos cartes, puis il y avait des sortes de campagnes de jeu. C'était vraiment complet. Moi j'ai replongé en fait, redécouvert le jeu via ce truc là et après ils ont une version sur iPad et c'était fini. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a évoqué l'aspect narration en sous-texte qu'on pouvait s'imaginer un délire en regardant une image et la légende, et j'imagine que les règles, chaque extension vous fait miroiter un univers qui est plus large. Il y a vraiment un scénario derrière ? Est-ce qu'il y a une espèce de canon ou c'est en gros voilà les images, vous en faites ce que vous voulez et faites-vous votre délire ? Alain ? Attends, Gaël, vas-y, tu voulais commencer. C'est venu un petit peu après, effectivement, mais il y a vraiment un univers avec des livres et vraiment toute une histoire. D'ailleurs, j'ai mon copain qui m'en a parlé assez récemment parce qu'il s'avère que le copain que j'ai trouvé joue aussi à Magic. Et visiblement sur Internet, il y a effectivement toutes les histoires avec justement les différents plans et les sorciers qu'on a dès le début, dès la création de Magic, notamment Urza ou Mirza, je crois qu'il s'appelle, ces deux frères.
On les retrouve après, et puis il y a d'autres super Donc, personnages. Mirza a été retrouvé. C'est ça que Mirza, je crois qu'il meurt, et Urza, je crois que. Il y a que Betty qui a compris ma joke de vieux. Je l'ai aussi, je l'ai aussi. Je l'ai pas. Je mets toujours un petit peu de temps avant de saisir les. Enfin bref, donc il y a ces super personnages qu'on retrouve, qui sont exploités un peu plus tard en fait. Et d'ailleurs, il y a des grosses cartes, je sais plus, ça te parle pas. Il y a des cartes histoire, c'est ça que tu es en train de dire ou... Non, plutôt des cartes personnages avec un sorcier principal qu'on peut avoir dès le début d'une partie et qui donne certains pouvoirs qui sont jouables. Effectivement, ils ont un nom qui me revient pas tout de suite, mais ils ont oui, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Ça va revenir. Et donc il y a effectivement plein d'histoires qui ont été créées, puis maintenant les extensions récentes que je suis pas du tout exploitent complètement cet univers et cette histoire. D'accord. Matt, Oui. ça va? Ouais, tout va bien, et toi, ça? Ça va pas mal. Je parlais de l'aspect scénaristique. Ouais, je sais pas, en fait, l'aspect scénariste... Enfin... C'est pas quelque chose qui te... Non, c'est plutôt... Mais ce que je te disais, c'est plutôt sur les citations et le fait... Voilà, il y a des trucs, effectivement, de Urza et tout qui reviennent de temps en temps dans les citations, et c'est plutôt ça qui te laisse entrevoir qu'il y a un univers derrière. Mais j'ai jamais cherché à ce qu'on me raconte une histoire avec ce truc-là, en fait. C'est le système de jeu qui te faisait bander, quoi. C'était pas le décorum. En fait... ça m'intéressait de creuser l'univers, mais ça m'intéressait de le découvrir et de pouvoir dire j'ai trouvé ces trucs-là et j'ai compris ces trucs-là, plutôt que de devoir aller plonger dans des romans qui m'auraient soit raconté une version de l'histoire, soit donné les clés directement du truc. Mais du coup, voilà, je l'ai fouillé. On n'est pas obligé de lire ces romans pour jouer. C'est pas comme un jeu de rôle où tu tapes le livre de règles pour savoir de quoi tu parles, tu mettras à jouer. Pas du tout. Parce que t'en as pas besoin. D'accord. Quelqu'un peut surenchérir ou on passe à autre chose? Oui. Moi je veux bien, parce qu'effectivement, moi c'est quelque chose qui m'attire et qui a fait que j'ai repris l'année dernière ça, c'est quand l'âge de la destruction. C'est à cause de Seb, ça, non? Non, bah pas. Un peu, mais pas complètement. En fait, j'avais envie et ce qui m'a convaincu, ils ont fait en fait une campagne pour le lancement de l'âge de la destruction, qui est l'avant-dernière grosse extension, qui est sortie l'automne dernier, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je trouve qu'en fait, ils sont devenus super bons. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire à raconter, ils la mettent en scène et justement en avance de la sortie de l'extension, ils te racontent cette histoire et ils t'en donnent les enjeux. Et donc vraiment pour raconter ce qu'avant on pouvait lire comme ça sur quelques petits morceaux de cartes ou autres, là c'est quoi? C'est dans un livre de règles? Enfin, c'est parce que j'arrive pas à concevoir. Bon, après, j'ai arrêté de poser des questions. En fait, par exemple, ça se faisait avec les extensions. Tu vois, quand il y a alors de mon temps, on s'est retrouvé avec une extension par exemple qui s'appelle l'ère glaciaire et qui t'expliquait que l'univers du coup s'était refroidi et que c'est des mammouths laineux qui avaient remplacé ce que tu pouvais avoir en type d'éléphant ou ce genre de choses. Et tu plongeais un peu ton univers dans un truc de glace. Et puis derrière, quand il y a le dégel, et ça c'est le prétexte à une nouvelle extension. Tu vois apparaître des nouvelles créatures parce que le monde a changé et donc du coup ça fait comment dire, les événements qui pourraient apparaître dans ce monde imaginaire font que tu as des nouvelles mécanismes de jeu qui peuvent apparaître dans tes decks et dans tes cartes. D'accord. Et t'en es conscient de ce truc-là quand on est à la 12e extension et que tu joues pour le plaisir, Alain? Alors, moi justement, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont devenus bons et en plus, maintenant, ils font des cinématiques pour te raconter cette histoire. Donc, en 2 minutes, tu vois, c'est plié, tu sais à peu près quel est l'enjeu de l'extension et qu'est-ce qui se passe. Blizzard étant passé par là, ils sont un peu obligés de s'adapter au code narratif, c'est ça? C'est un peu ça. C'est pas le même style, en tout cas, dans le traitement, mais les cinématiques sont vraiment excellentes et très très belles. D'accord. Est-ce qu'à l'inverse, quand on est confronté au jeu pour l'une des premières fois, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous fait dire ouais, non mais ça c'est pas la peine en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rebute les règles ou quelque chose? Peut-être un peu, oui. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai été confrontée à Magic, j'étais un peu rebutée par l'aspect, comment dire, le mode d'emploi. C'est-à-dire que y a des cartes qu'on appelle des cartes de terrain. Donc, en fait, pour pouvoir poser, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est la même chose. Pour pouvoir poser des cartes créatures qui vont se battre en fait pour nous, il faut d'abord leur donner entre guillemets à manger. C'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir poser, mettre en place un terrain particulier pour pouvoir poser la carte. Donc, plus la créature était puissante, plus il y avait besoin de cartes de terrain.
Et ces cartes de terrain, il fallait les avoir dans les mains, et sachant qu'il fallait piocher qu'une carte. Donc c'est un peu compliqué au début de comprendre combien de cartes il faut poser, lesquelles, parce qu'il y a des petites indications en haut à droite de la carte. Et puis surtout aussi, et ça fait partie de l'aspect stratégique, c'est de comprendre les mécaniques de jeu, parce qu'il y a des cartes en fait qui s'additionnent à d'autres, qui vont te donner des ajouts, des pouvoirs, qui à chaque fois... Et ça, c'est très technique en fait, et c'est cet aspect-là qui est intéressant, mais par contre ça prend du temps, je pense, à bien assimiler. Il y a des cartes, par exemple... à chaque fois qu'on va taper l'adversaire, qu'on va taper une créature de l'adversaire, ça va nous ajouter un point de vie ou pas, selon la couleur de la carte en question. Et il y a des du créatures, micromanagement à prendre en compte. Vraiment, à long terme. Et c'est quelque chose à long terme en fait. Il y a des jeux comme ça qui se basent. On voit que le deck est pas très puissant, les créatures sont pas très puissantes, mais la puissance de jeu, elle se situe en fait sur le long terme. Parce qu'à chaque fois, il y a un point en moins qui va se déduire. Il y a tel machin, à chaque fois il y a une créature qui meurt, elle va revenir dans ta main. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est cette stratégie-là qui, moi, je trouve, qui est vraiment très, très intéressante et qui me stimulait le plus pendant des heures. C'était ça. D'accord. Matt ? Il y a effectivement un principe de base qui... Alors que moi, j'ai trouvé plutôt simple à assimiler, pour le coup, désolé. On n'est pas tous pareils. Mais après, moi, c'est les facultés spéciales qui m'ont rapidement gavé. Puisque les créatures ont des points d'attaque et des points de défense, il y a un système qui permet de résoudre ces trucs-là de façon assez simple. Et puis après, on t'explique que certaines ont de l'initiative. Et donc, ça change la façon dont tu prends les points d'attaque et les points de défense. Puis il y en a qui ont piétinement, donc ça change aussi la façon dont tu prends les points d'attaque et les points de défense. Et plus les extensions sont arrivées, plus il y a eu de mécaniques de jeu comme ça qui apparaissaient. Et moi, c'est la multiplication de ces petites astuces qui m'ont gavé et qui ont fait que j'ai arrêté le jeu, en fait. D'accord. Alain ? Moi, c'est ce que j'ai apprécié parce qu'en fait, effectivement, il y a des mécaniques qui existent depuis longtemps. Le piétinement est assez ancien, il me semble. Il y a aussi le vol qui fait qu'en fait, une créature volante ne peut pas être bloquée parce que tu peux bloquer les créatures par une créature qui ne vole pas. Et ça, c'est des vieilles mécaniques et ils en ajoutent encore aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus complexes qu'auparavant. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est peut-être justement parce que j'ai pas suivi sur, 6 années à la suite. C'est-à-dire que j'ai eu une pause et de voir qu'il y avait une nouvelle mécanique, je me suis dit, ah, il y a un vent de fraîcheur, c'est cool. Après, c'est vrai que les mécaniques, elles peuvent rebuter, ça je le comprends parfaitement, parce qu'il faut intégrer toutes ces micro-techniques de piétinement ou autre. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vraiment complexe et qu'ils ont simplifié vraiment depuis de nombreuses années, c'est le principe de la pile, en fait, de résolution, parce que des fois, tu as tellement d'effets ou autres qu'il faut que tu comprennes dans quel ordre tu dois les résoudre. Pour savoir parce que la chronologie de tes résolutions donne pas les mêmes résultats, en fait. Alors, c'est ça. Jusqu'ici, je vous tenais, mais la chronologie des résolutions, ça y est, là, je vous ai perdu. Mais c'est pas grave. Gaël ? Au niveau de ce qui peut effectivement rebuter, c'est pareil, hein, c'est un petit peu les règles. Je me souviens des premiers livrets de règles qui étaient assez épais, avec écrit en tout petit à l'intérieur. On comprenait pas forcément, surtout que les premiers livrets étaient écrits en anglais, enfin ceux qu'on a eu en tout cas. Et puis effectivement, moi je suis un peu une ancienne, donc les capacités de base étaient plutôt sympas à mon sens, et puis qu'ils en rajoutent, et puis à chaque fois c'est des extensions, c'est racheter des cartes, c'est un gouffre financier, hein, mine de rien. Ah bah j'espérais qu'on y arrive à cet aspect-là. Donc c'est ça un petit peu qui m'a calmé à un moment donné, et puis c'est un gouffre financier, puis c'est aussi beaucoup de temps à passer dessus, à chercher les cartes, à tester les decks, à aller jouer. En plus de ça, moi j'habite au-delà du périph', donc pour aller jouer, il faut quand même prendre le train et aller trouver la petite boutique, effectivement, ou retrouver les copains et les copines pour jouer. Donc c'est un petit peu ça qui a participé à ce que j'arrête de jouer au fur et à mesure. L'aspect financier, on va en parler tout de suite. Combien de PEL vous avez niqué respectivement pour jouer aux cartes, Matt? Moi, je peux le parler en années, mais j'y ai vraiment joué intensément pendant 4 ans. Je chausse du 47 et ça remplissait plus de 2 boîtes de chaussures en entier.
Après, étant donné qu'on a acheté, moi j'ai eu beaucoup de sources en fait d'approvisionnement. C'est-à-dire que j'ai commencé au moment de la 4e édition, j'ai investi un peu dans les boosters, dans tout ça, au fur et à mesure qu'il y avait des extensions qui sortaient. J'avais des cousins suisses qui eux avaient des 3e éditions qui je voulais pas jouer, donc j'ai pu récupérer leurs cartes. Il y a des trucs que j'ai achetés parce que je disais à des vendeurs bizarres à l'œuf cube à l'époque. Donc je peux pas te dire vraiment combien ça a coûté, mais à la rigueur, enfin. Tu veux pas dire à quel point tu t'es prostitué pour avoir ces cartes là, quoi, c'est ça? Non, ça va rester entre nous. D'ailleurs, on coupera ça au montage. Mais non, mais c'est en fait l'argent. Enfin, dans les domaines, dans tout ce qui est pop culture, l'argent, c'est difficilement quantifiable. Et puis à la rigueur, au moment où tu es dedans, tu t'en fous, quoi. C'est-à-dire que un type qui va faire du modélisme le week-end, combien de temps et d'argent ça lui a coûté de fabriquer ses modèles réduits, de fabriquer ses maquettes, de faire ces trucs. Bah nous, on met notre argent dans des Magic à ce moment-là, et puis après on le met dans autre chose. Enfin, l'argent, ça sert à ça sert à t'acheter des conneries qui vont te rendre heureux à ce moment-là, quoi. Alain? Je suis assez d'accord avec lui en fait, parce que maintenant quand je vois le prix, j'ai passé le cap des 26 ans, du coup le cinéma je suis pas assez près. J'ai passé le cap des 26 ans, du coup maintenant quand je vais au cinéma ça me coûte très cher. Je suis très déçu. Bienvenue dans le club des vieux. Non, mais c'est vrai, c'est juste scandaleux. Oui, c'est l'année que avant tes 30 ans, c'est l'année des 26 ans où tu réalises qu'il y a un gouffre qui arrive. Privilégié jusqu'à présent. Et du coup, en fait, maintenant, je raisonne justement sur tous ces aspects geek et autres où on se dit, putain, 70 € pour un jeu vidéo. Ouais, mais en fait, si tu y as passé 50 heures et qu'un cinéma, tu payes 12 € et tu vois un film d'1h30, quand tu fais le ratio, t'as rien perdu en fait. Et effectivement, un deck Magic, ça coûte 15 €. En plus, dedans, t'as 2 boosters, donc ça te permet un peu déjà de commencer à construire et ça te lance aussi sur l'aspect collectible, faut en acheter plus. Mais 15 €, bah ouais, mais en fait, avec un deck, tu peux passer de nombreuses heures et t'éclater. Alors par contre, un starter, ça coûte 60 francs. Hein. Enfin, moi, c'est toujours le prix que j'ai payé. Merci pour cette minute macroéconomique. Betty? Moi, pas tellement, non, en fait. Parce que, alors déjà... T'as récupéré pas mal de choses? Non, c'est mon frère qui achetait, donc c'est très bien. Moi, je laissais dépenser ses sous. Après, je donnais un peu aussi de mon côté de temps en temps pour qu'on complète le truc. Tiens, Villeman, voilà 5 francs. C'est ça. Et je l'envoyais. T'as intérêt à trouver des bonnes cartes. Je fonctionnais beaucoup sur l'échange parce que je me lassais pas mal de mes cartes au début en tout cas. Et puis après, j'ai eu une grosse pause pendant laquelle j'ai pas du tout joué. Et ensuite, quand je m'y suis remise, c'était plus de manière pas électronique, mais de ce dont je parlais tout à l'heure pour le jeu en ligne et la console, etc. Et là encore, c'est mon frère qui achetait, pardon. Donc moi, en fait, ça m'a pas coûté grand-chose. Gaëlle? Moi, j'ai hérité effectivement d'une partie des cartes de mon frère. Donc de base, ça m'avait pas coûté trop. Et puis, c'est vrai qu'on achetait un petit peu au fur et à mesure. Donc c'était l'argent de poche à l'époque qui passait. Et, c'est vrai, hein, c'est pareil, c'est une question de passe-temps, de passion aussi. Donc l'argent, il allait là et pas ailleurs. Donc j'ai pas franchement fait le calcul, quoi. Est-ce que vous avez des anecdotes de parties légendaires, des trucs comme ça, de moments forts? Ouais, moi j'ai joué au boulot. C'était mon premier boulot et en fait on n'avait pas grand chose à faire et donc on jouait au boulot. C'était super. C'était mon meilleur boulot. C'était quand et où? C'était à l'agence de l'eau Seine-Normandie à Nanterre. C'était l'été 1996 et je ne rendrai pas l'argent. Voilà. Et ben on les salue. C'était cool. Et puis mais c'est là aussi où ça m'a. C'était aussi un moment où moi je jouais du coup beaucoup avec les mêmes personnes, notamment avec mon frère et voilà. Et du coup on était persuadés que nos jeux étaient super parce que moi j'avais optimisé mon jeu pour contrer les logiques de mon frère et lui pareil, et donc on était persuadés d'être un peu les rois du pétrole. Et c'est là où tu te rends compte qu'en confrontant à d'autres façons de jouer, qu'en fait t'es hyper faiblard, quoi. Et moi c'est con, mais ça a été aussi une prise de conscience de à quel point est-ce que le truc était manipulable et à quel point tu pouvais fabriquer des techniques de jeu beaucoup plus à quel point le jeu était plus riche que ce que j'avais pu moi cerner, en fait. Une stratégie façon échec, quoi. La manière dont tu présentes les choses, j'ai l'impression que tu peux envisager plein de trucs, quoi. Tu peux un peu tout envisager. En fait la logique est assez
en plus, quand tu joues pas en tournoi, tu peux prendre à peu près toutes les cartes. Les seules restrictions qu'il va y avoir, c'est sur le nombre minimum de cartes que tu peux mettre dans ton jeu. Et puis, tu peux pas avoir plus de 4 fois la même carte dans un jeu. Mais c'est les seules restrictions techniques que tu peux avoir. Et donc, nous, on se retrouvait avec des decks qui étaient composés par des trucs venus de plein d'extensions, de la 3e ou de la 4e édition, de plein de choses, quoi. Et à toi de voir comment est-ce que les cartes peuvent interagir entre elles pour devenir des sortes d'armes ultimes. Le but, c'est de trouver un deck qui rapidement génère des points de dégâts infinis, en fait. Les autres, des anecdotes, des moments dont vous vous souvenez, ou pas particulièrement là? Oui, Alain? Alors moi je pense que ça sera justement quand j'ai essayé, j'ai repris, mais quand j'ai commencé à reprendre l'an dernier et que je suis allé du coup à une avant-première. Et c'est super intéressant parce que tu rencontres plein de gens qui sont très doués et qui t'expliquent si t'as oublié des choses ou ce qui a pu changer. Mais ça peut être aussi très traumatisant parce que ces gens sont très doués, ils te roulent dessus. Littéralement. Parce que c'est du draft en fait, c'est-à-dire qu'on te donne des boosters et tu construis un deck avec ça. Mais effectivement quand tu débutes, c'est compliqué. Les filles? Moi j'ai eu le même problème en fait que j'ai retrouvé aussi par exemple quand je fais aussi toujours du jeu de rôle. C'est que on voit des gens qui maîtrisent les règles mais c'est de la folie. C'est-à-dire que moi je mets beaucoup de temps à comprendre la mécanique du truc, à me dire ok alors là j'ai cette carte là, elle fait ça, elle fait tel effet. Donc si je la pose en premier, je pose cette carte derrière, si elle arrive dans mon deck, machin, je mets ça avec ça, je combine. Et le temps que je fasse tout ça dans ma tête, la personne en face, elle avait déjà fait son deck. Et puis, t'as déjà fait un Camoulox, quoi, c'est ça? Tout à fait, voilà. Et t'as toujours l'impression d'avoir un train de retard. Un wagon de retard et à peine t'arrives à comprendre vite fait ce que le mec a fait en face, parce que des fois tu comprends rien à ce qui t'arrive, que le type il t'enchaînait derrière et bim, et tu perds des 10 points de vie et t'as rien vu venir. Et c'était vraiment intéressant. Moi j'avais une anecdote là-dessus, où c'était, je crois que j'avais un deck, c'était vert. J'avais des très grosses créatures, j'étais fière de moi parce que j'avais posé mes forêts et tout, mes terrains, j'en avais un paquet dans la main. C'était trop chouette. Le type en face avait un deck bleu. Donc c'est plus difficile à mettre en œuvre. Mais en 2-3 tours, il m'a fait des trucs. J'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. J'ai rien vu venir. Il m'a bloqué, il m'a mis des sortilèges, etc. Et j'étais ultra frustrée. Et je me suis dit mince. Et c'était beau parce que j'aurais jamais moi tenté de faire cette couleur contre celle-là parce que c'est très très compliqué. C'était beau, et je me suis dit waouh, à quel point on peut effectivement manipuler les cartes et en faire ce qu'on veut en fait. Donc le sentiment opposé, t'étais vénère mais t'applaudissais quoi. Ouais. J'étais complètement admirative, ouais, clairement. Gaëlle? Moi c'est pareil, ça m'est déjà arrivé de me faire littéralement rouler dessus par des personnes qui maîtrisaient beaucoup mieux le jeu que moi. Une anecdote assez particulière, c'est que j'ai énormément joué pendant tout le lycée avec mon meilleur ami. Tous les midis, on était en salle de perles en train de jouer pendant des heures. Et alors que moi je suis plutôt du genre gros bourrin à y aller franchement avec des grosses créatures ou des sorts pète à la gueule. Lui est beaucoup plus dans tout ce qui est contrôle. Et une fois, je crois, juste pour me faire chier, il m'a fait un deck hyper contrôle, avec du bleu où il contrôlait tous les sorts, et puis derrière du casse-terrain. Donc moi, j'avais plus mes terrains et je pouvais pas jouer, quoi. Et le peu que je pouvais jouer, il me le virait tout de suite. Je vais pas vous demander vos tips parce que de toute façon moi je les comprendrai pas. Mais vous étiez quel type de joueur? Est-ce que vous aviez une couleur en particulier, enfin une couleur de magie préférée? Est-ce que vous aviez un leitmotiv, une route que vous traciez? Vous saviez que vous vouliez aller dans telle direction pour détruire l'autre? Betty? En fait, attends, d'abord Betty puis après j'enchaîne avec toi Matt. Moi je dirais au début j'aimais beaucoup les cartes noires. Et puis après ça. Ah non, il est pas content. Voilà. Je savais que j'allais avoir un fan avec des marais, etc. Et après j'ai changé de couleur. C'était les cartes blanches. Et je me suis éclatée avec ces cartes. J'ai découvert aussi le côté vol. C'était bien sympa. En 2 mots, les blancs, c'est quoi? Les blancs, c'est les cartes de la lumière. Donc t'as beaucoup d'anges, des séraphins, voilà. Et ça vient contrer un peu les cartes de la couleur noire avec les nécromanciens, les zombies, etc., ce genre de choses.
Donc c'était lumière, c'était blanc et vert. C'est d'un manichéen, tout ça. Et vert, c'était les forêts, donc les créatures telles que des gros mammouths, des grosses créatures à cornes, des dryades, des elfes, ce genre de choses. C'était bien cool et bien vénère. C'était mes 2 couleurs phares, ouais. Matt? J'ai à peu près le même parcours. En commençant, j'aimais beaucoup le noir. Enfin, c'est tout bête, mais quand tu commences, le jeu est un peu plus lent à mettre en place parce que moi, je jouais avec des adversaires qui commençaient aussi, donc qui jouaient lentement. Et du coup, l'intérêt du noir, c'est que ça permettait aussi de mettre des poisons où tu le lances une fois et ça met 2 dégâts à chaque tour, par exemple. Et bah, tu sais que 10 tours après, ton adversaire il est mort, donc il faut quand même qu'il apprenne à jouer un peu plus vite. Donc ça c'était cool, et puis en plus il y a toujours la perspective avec le noir. Au début tu dis bon bah je vais pouvoir ressusciter mes créatures, elles peuvent revenir, tu peux jouer avec des trucs un peu comme ça, et du coup bah la première illusion que j'ai eue c'est de me dire ah bah c'est cool, du coup mes créatures elles sont infinies, et bah si elles reviennent tout le temps en fait non, pas du tout, j'étais très mauvais, et à la fin, au moment où j'ai arrêté, j'avais 2 jeux qui étaient complètement opposés. J'avais un jeu rouge, donc le rouge c'est plutôt les dégâts directs, le feu et ce genre de choses, où du coup il y avait beaucoup de petites cartes faciles à sortir qui faisaient de petits dégâts, mais du coup une multitude de petits dégâts c'est plus facile à sortir. Et j'avais aussi un jeu un peu plus lent qui était vert. Et alors je cherche là depuis tout à l'heure, je survole un peu le wiki pour essayer de retrouver le nom de cette carte, mais j'avais trouvé une astuce avec des cartes de créatures où quand tu la mettais en jeu, tu pouvais aller chercher une autre carte identique et la mettre en jeu aussi à ce moment-là. Et du coup, ça faisait un combo avec un truc qui faisait que quand une carte arrivait en jeu, tu l'enlevais et tu infligeais sa force d'attaque directement au sorcier d'en face. Du coup, ça fait qu'à chaque fois que j'appelais une carte, ça me permettait de rappeler la même et de l'enlever en même temps. Et donc, ça faisait des appels comme ça infinis et donc des points de dégâts infinis. Et du coup, les 2 jeux, t'es perdu dans les règles, mais c'est pas grave. Et du coup, les 2 jeux étaient... Non, mais vas-y, termine. Du coup, les 2 jeux étaient complètement antinomiques parce qu'il y en avait un qui était très très long à jouer et qui finissait par arriver sur une bascule de dégâts infinis, mais où pendant 5 ou 6 tours je pouvais quasiment rien faire, et l'autre qui avait pour but d'avoir tué ton adversaire en 5 ou 6 tours uniquement avec des petits dégâts à base de 2-3 points par-ci par-là, quoi. C'était très drôle parce que du coup, comme t'es sur Skype, t'as les 3 autres qui t'écoutaient attentivement et tu les voyais figés en train de regarder le mur ou la table basse et qui essayaient de se concentrer, puis d'un coup, alors moi j'ai absolument rien compris, mais d'un coup ils sont tous animés, on se dit ah ouais, ils sont tous animés, ils ont tous pigé. Gaëlle? Moi j'ai joué un petit peu toutes les couleurs. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup le noir, le rouge qui est très bourrin aussi, le vert qui est un peu plus lent mais qui peut au bout d'un moment arrive en force et assez méchant. La couleur finalement que j'ai le moins joué c'est le bleu, le contrôle, parce que faut un peu trop réfléchir alors que moi j'aime bien foncer dans le tas. Voilà. Donc t'es en infériorité numérique, hein, voilà, hein, manifestement. Ouais, je vois ça. Non, mais après, vous dites que vous avez débuté avec du noir, mais c'est suicidaire à mon sens parce que c'est l'une des couleurs les plus dures à jouer avec le bleu pour moi. C'est vrai. Je trouve, après c'est peut-être une façon de jouer que j'arrive pas à adopter, mais pareil, effectivement, le bleu, le contrôle, vraiment, il faut bloquer l'adversaire et en fait, j'arrive pas à être dans cette inaction. Me dire, je fais juste que le bloquer et au bout d'un moment, ça va marcher. Et le noir ça fonctionne pareil. Donc non, pour moi effectivement j'aime beaucoup le blanc, j'ai beaucoup joué le blanc, et aussi surtout beaucoup le vert qui est vraiment très bourrin, c'est à dire que c'est vrai que c'est lent, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, mais quand tu sors une 8-8 avec piétinement c'est juste jouissif parce que tu sais que tu vas rouler sur l'adversaire, sauf s'il a effectivement quelque chose de bloquant, mais non, le vert moi j'aime beaucoup. Ouais, donc... à la mention du 8-8, Gaël a hoché la tête et Betty fait ah ouais. Piétinement, c'est bon. Matt? En fait, je sais pas, vous, c'est plutôt à la foule que je vais m'adresser, mais enfin, moi j'ai plutôt eu tendance à construire des decks aussi autour d'une carte ou d'un type de carte que j'aimais bien. Enfin, à un moment, j'ai commencé à voir que dans le bleu, il y avait des grosses créatures. J'ai réussi à me choper 2 Léviathans, donc qui sont des créatures injouables, les Léviathans. Elles sont très résistantes et très fortes, mais il faut 9 terrains pour les sortir. Enfin, c'est dans une partie, t'as pas le temps en fait de la placer. Mais malgré tout, puisque j'avais 2 Léviathans et que c'était du bleu, j'ai construit un deck bleu pour essayer de jouer avec ça, quoi. Et c'est je sais pas vous, mais on bloque sur une carte et on fait un deck autour de cette carte-là. Alain? Ah non, mais en fait, je levais pas du tout la main, mais... excuse-moi. Mais je peux te poser une question, du coup, hein. Pourquoi est-ce que tu considères, par exemple, que les noirs étaient difficiles à jouer
Je sais Comme pas, les c'est deux. justement cet aspect où tu dois te projeter sur le fait qu'effectivement t'as choisi de buter ta créature, mais qu'elle va revenir. Et c'est cette projection où au final tu sais pas réellement ce qui va se passer si on va pas te bloquer cette. En fait, je préfère y aller en mode bourrin et vraiment c'est. Je sais que je peux rouler sur l'autre et que ça dépend pas de telle carte que je vais piocher à tel moment ou autre. C'est l'incertitude en fait finalement qui te. C'est ça. Pour ça, le noir, je sais pas, non, j'ai jamais pu. Mais même en fait, de jouer face à un noir, je trouve que c'est d'autant plus frustrant. Face à un joueur qui joue de la magie noire, tu veux dire. C'est ça, quand t'es face à quelqu'un qui joue du noir, ça peut être aussi horrible que du bleu. Pour moi, c'est vraiment les deux couleurs sur lesquelles je déteste tomber. Parce qu'ils savent sauter. Parce qu'ils savent sauter. Oui, encore une blague de vieux, mais là je suis le seul à l'avoir. Je crois. Je suis désolée. Faudra l'expliquer. Hein. Non, mais je le ferai en antenne. Mais c'est vrai que contre moi, si j'ai un joueur en face qui joue du bleu, alors déjà, je suis beaucoup dans l'appréhension. Énormément dans l'appréhension parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans son deck, je vais en chier, je le sens, et si j'ai un deck vert, alors là je galère parce que comme ça prend du temps en fait de poser des grosses cartes. Moi je me dis au moment où je vais les poser, il va me sortir un truc, il va me dégager ma créature que j'aurais mis 5 ans à mettre. Je serais juste littéralement hors de moi. Mais c'est vrai que pour les noirs par contre, je jouais les premières cartes que j'ai eues dans les boosters et tout, il y avait beaucoup de rats par exemple. Oui. Des petits rats, donc il y avait ils avaient quoi, un point de vie, enfin c'était une carte, donc il fallait juste un petit marais pour les poser, c'était assez rapide, et puis tu avais les petits trucs avec des poisons, donc ça enlevait un point de vie. Je trouvais que c'était assez moins dans l'incontrôle que les bleus. Mais je vois ce que tu veux dire par le fait que effectivement devoir suicider ta créature, c'est un peu délicat. J'étais pas très bien non plus quand je faisais. Vous allez confronter vos arcanes après coup, peut-être. Tu voulais rajouter un truc? Non. Oui. Moi, c'était juste pour revenir sur le bleu. En fait, faut vraiment. Enfin, je pense que tout le monde le sait, mais tu peux tomber sur un deck bleu où tu ne peux rien faire du tout. C'est-à-dire que vraiment, et ça c'est la frustration ultime, tu tombes face à quelqu'un et tu ne peux rien faire, rien jouer durant toute la partie. Et tu n'en retires aucun plaisir, lui énormément, mais ça faut vraiment le garder à l'esprit. Encore le coup du rouleau compresseur, j'ai l'impression que c'est très similaire. Ouais. Du coup, aujourd'hui, vous jouez tous encore, Matt? Non, moi j'ai arrêté autour de 99. En fait, c'est la profusion des extensions. On est arrivé dans une période où ça commençait à... On annonçait genre 3 ou 4 extensions par an. Et à chaque fois, il fallait que tu rachètes des pochettes. Il y avait 200 cartes à reprendre à chaque fois. Et je trouvais que le côté mercantile s'affichait de plus en plus. Et que c'était de plus en plus compliqué de suivre et de continuer à être efficace en fait dans les cartes que tu avais. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté du jeu. De devoir en permanence remettre de la thune, réapprendre les nouvelles facultés, les nouvelles interactions et tout. Et j'ai complètement arrêté à ce moment-là. Et pour moi, c'est quelque chose du 20e siècle. J'ai pas du tout touché à Magic au 21e siècle. Alain? Je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout qu'en fait, je crois qu'on est à plus de 7000 cartes au total aujourd'hui. Il faut savoir que tu as deux types de jeux. Tu as le type 1 où ça prend en compte toutes les cartes depuis origine. Donc effectivement, t'as des exclusions en fait, t'as des cartes que tu ne peux pas jouer comme le Black Lotus parce que même moi j'en ai entendu parler de celui-là. Voilà, tu t'en as entendu parler, il est absolument utile, mais c'est le type 1 pour moi c'est impossible parce qu'effectivement tu vas tomber face à des gens qui jouent depuis des années et des années, qui connaissent tout par cœur et bah oui, les 7000 cartes ils les ont en tête et ils connaissent les combos. Donc moi je préfère jouer en type 2, même s'il y a cet aspect mercantile. Le type 2, je crois que c'est les extensions des 2 dernières années. Tu peux intégrer que ces cartes-là. Donc déjà ça restreint quand même, parce que c'est vrai quand t'es avec un jeu qui a plus de 20 ans, je crois, à peu près. Un peu plus. Donc c'est très compliqué de tout intégrer, de pouvoir tout envisager dans une globalité. Et du coup tu joues encore là aujourd'hui, ou tu disais que t'étais retombé dedans Bah je suis retombé dedans, mais en fait c'est hyper difficile, parce qu'effectivement depuis que je suis retombé dedans, t'as eu énormément d'extensions qui sont sorties. Donc même si tu veux jouer en type 2, faut se mettre à jour, et en fait ça pourrait être un travail à plein temps. Les extensions c'est une fois par an, un truc du genre, ou... T'as une grosse extension par an et en fait ils sortent des petits morceaux d'extension au cours de l'année. D'accord, des patchs. C'est un peu ça. Betty? Moi je vais rejoindre Matt et Alain sur ce sujet-là, et ça me l'a fait dans d'autres jeux aussi, des jeux vidéo auxquels j'étais complètement accro, et j'avais commencé depuis le tout début.
Et pareil, en fait, il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de trucs à comprendre, des maps, des machins, des persos, des trucs, des aides. Et ce qui fait que il y a des joueurs, surtout des ados, qui ont rien d'autre à foutre de leur journée, ou qui sèchent les cours et qui passent leur temps dessus. Toi, quand tu vas bosser, tu rentres, tu vas je vais jouer. En fait, non, je comprends rien, mais pourquoi? Mais je suis complètement larguée. C'est assez pénible. Et puis, tu as aussi effectivement l'aspect mercantile qui fait que c'est un puissant fond en fait. Donc, il y a des extensions et tout. Ok, d'accord, alors tu en achètes un. Tu commences à maîtriser les cartes qui sont dedans, d'accord, trop bien. Et au moment où tu veux te mettre à jouer et que tu commences à vraiment prendre du plaisir parce que tu arrives à gérer les règles et articuler les cartes, etc., les interactions entre cartes, bim, il y a un nouveau truc qui sort et t'as 400 Pékins qui sont super au taquet parce que soit c'est des oufs, soit ils ont plein de temps. Et toi, t'es derrière. Soit il y en a beaucoup, c'est les deux. Et tu te fais rouler dessus et puis tu pleures. Voilà. Gaël. Bah tout pareil, hein. C'est vrai que la profusion d'extensions tout le temps, ça lasse au bout d'un moment aussi. Hein. Avec les nouvelles règles, pareil, il faut racheter des cartes, faut se les approprier, faut faire les decks en conséquence. Et donc c'est même pas une petite partie de temps en temps parce que vous avez les archives ou... Moi c'est parce que j'ai plus de cartes. Mm-hmm. Je les ai refilées à mon cousin qui voulait s'y mettre, donc je vais tout donner. Transmission familiale là encore. C'est ça, voilà. Et il s'est barré avec à l'autre bout de la France, donc salut. et le jeu, du coup c'est mon frère qui est resté avec sa console. Donc voilà, je n'ai plus. Mais je pense que ça m'a redonné un peu envie là, le podcast qu'on fait. Est-ce que vous collectionnez, vous gardez des vestiges, vous avez un affect pour une ou deux cartes ou un truc du genre, une carte fétiche ou non Moi j'ai encore toutes mes cartes, enfin une partie de mes cartes parce que pour la petite anecdote, j'ai rencontré mon ex-mari en jouant à Magic. On avait tout mis en commun et quand il est parti avec une grosse partie des cartes. Il m'en a rendu une partie, donc là j'ai reclassé et j'ai retrié. Il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vais en faire baver certains, mais il s'avère que j'ai une carte qui est une alpha. Bon, c'est pas la plus intéressante, mais elle est quand même cotée 300 €, donc ça remplit le PEL qu'on avait cassé auparavant. Et éventuellement, ça pourrait en racheter d'autres, mais bon, je vais peut-être pas y retomber. Mais non, je me dis qu'un de ces quatre, faudrait peut-être que je revende toutes les cartes que j'ai, et j'arrive pas. Donc oui, il y a un côté très collectionneur et il y a de l'affect beaucoup. Et toi, Matt, t'as des vestiges de ton passé de joueur ou pas du tout? Non, moi, alors je suis un peu comme, je sais pas qui a dit ça, c'est Gaël ou Betty, mais c'est pareil, le fait de bosser le podcast et de regarder un peu des trucs là pour l'émission m'a donné envie de replonger un peu à l'intérieur. Toi aussi, hein. Mais après, du coup, après quand tu regardes les decks et tout, à quoi ça ressemble aujourd'hui, par contre, ça me donne pas du tout envie d'en racheter. Moi, je suis assez fier d'avoir initié dans mon cercle proche une sorte de mode de ce truc là parce que c'est moi qui ai trouvé Magic dans Player One, donc j'ai rien trouvé en fait, mais c'est moi qui l'ai amené dans ma famille. J'ai fait jouer mon frère, alors j'ai un frère qui est très proche de moi en âge et un frère qui est très éloigné de moi en âge. Donc mon frère avec qui j'ai 13 mois d'écart, on a beaucoup joué ensemble. Quand j'ai arrêté, il a récupéré toutes mes cartes que j'ai échangées contre ses comics dont il voulait plus, c'était super. Et puis ensuite, mon frère avec qui j'ai 15 ans d'écart a récupéré nos collections quand on a plus voulu y jouer. Et maintenant, c'est mon neveu qui commence à y jouer parce qu'il a 8 ans et qui commence à s'y intéresser. Donc il y a une sorte... et il joue encore avec des cartes que j'avais achetées moi à l'époque. Il y a une sorte de tradition familiale autour de ce truc-là qui se perpétue dans la famille. Et bon, je dois avouer que quand je retombe sur des vieilles cartes à moi dans une boîte à chaussures, j'ai la petite larme de l'émotion, tu vois, ça fait toujours un petit quelque chose. Mais voilà, ce qui est formidable, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur des gamins qui sont tous hyper différents, tu vois, tous les 15 ans en fait ça rebondit on dirait, et ça marche quoi en fait. L'univers est assez riche pour que ça intéresse déjà 3 types de gosses différents quoi. C'est marrant parce que j'allais la question suivante, du coup vous l'avez anticipé toi et Gaël en parlant de la transmission éventuelle, pas forcément chercher à essayer
de faire jouer son entourage ou ses gamins ou les petits cousins sur le chose, parce que toi je sais que tu as 1 ou 2 gamins. J'ai un garçon. Et il doit être un peu jeune pour ça. Il a 6 ans donc. Mais j'ai l'impression que la transmission elle peut passer par ce genre de petites choses, et tu parlais de ça avec ton frère dont tu as hérité le truc, tu l'as redonné, puis c'est passé aux cousins, donc j'ai l'impression que c'est un petit trésor familial en fait. C'est ça, ouais, c'est un peu c'est un peu comme j'ai envie de te dire le Monopoly. C'est tout classique. Nous, on a joué quand on était gamin, les petits frères aussi, et puis ça passe. Il y a des jeux qui sont un peu intemporels comme ça. Et puis c'est sympa parce que quand toi tu t'y replonges, t'es un peu nostalgique. Et puis jouer avec des petits, ça te donne une excuse pour te remettre à jouer sans pour autant faire l'adulte qui est pas sérieux, etc. Et puis sans faire exprès même. Mais je trouve ça super chouette de pouvoir passer quelque chose. Surtout quand, je suis désolée, bon, je vais pas, ça va peut-être dériver un peu loin, mais quand je regarde, moi, ça me fait mal au cœur. Les dessins animés qu'il y a aujourd'hui à la télé. Enfin, moi, j'ai plus de télé, mais de toute façon, des trucs comme pour ça. Pour cette raison d'ailleurs. Ouais, non, mais pas que, mais oui. Je me dis, c'était pas mieux avant. J'ai pas envie de rentrer dans ce délire, mais il manque quelque chose en fait. Je trouve qu'on avait quand même beaucoup plus de richesse, parce qu'il n'y avait pas Internet, je sais pas. Mais c'est chouette de pouvoir transmettre un truc qu'on a connu quand on était petit, tout simplement en fait. Je me dis aussi que, parce que là on se dirige doucement mais sûrement vers la conclusion du truc, je me dis ici que ce jeu, pour vous c'était une porte d'entrée, peut-être qu'évidemment c'était difficile de le voir comme ça au moment où de vous lancer ou d'abandonner Magic, mais c'était peut-être une porte d'entrée vers d'autres jeux, le jeu de société de manière générale, ou peut-être d'autres jeux de cartes. Je sais qu'il y a la folie Hearthstone qui est en plein dedans. Est-ce que vous êtes atteint, vous, est-ce que vous avez eu des passerelles de ce type, Matt? Je sais pas, non. Je cherche à faire une réponse intelligente, mais il y a rien qui vient là. T'as pas embrayé avec un autre jeu de cartes ou avec Hearthstone ou un truc du genre? Non, du coup, le fait moi j'ai quitté, j'étais bien dans l'univers de Magic, les mécanismes de jeu me plaisaient et tout. J'ai abandonné un peu contraint et forcé parce que comme j'achetais pas les nouvelles extensions, j'étais plus à jour et je me faisais péter. Les mecs avaient inventé quand même le micro-paiement et le DLC sur un support physique, ce qui est quand même formidable. Et du coup, rapidement, si tu payes pas, t'es plus à la hauteur et tu te fais poutrer. Donc moi, tu vois, j'aime bien gagner quand même. Et du coup, perdre tout le temps, ça m'avait saoulé. Donc non, ça m'a un peu dégoûté du jeu de cartes. Alain? Alors moi ça m'a pas fait de réel pont parce que c'était il y a trop longtemps en fait. J'étais déjà dans le jeu vidéo, donc en fait quand j'ai arrêté j'avais d'autres domaines. Mais t'évoques Hearthstone et il y a une chose étonnante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Magic et qui n'aiment pas Hearthstone parce qu'il n'y a pas justement cette complexité que tu retrouves dans le jeu avec les traitements de la pile, les résolutions. Moi j'ai aimé quand même, donc c'est pas un pont, mais j'aime les jeux de cartes tout simplement. D'accord. Gaël? Moi, j'ai pas joué à d'autres jeux de cartes après Magic. J'ai peut-être dû tenter une fois ou deux ce qu'on m'avait proposé. Après, c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des personnes qui jouaient plus à du jeu de rôle, plateau ou autre. Donc ça a été une passerelle dans ce sens-là, mais pas vers d'autres jeux de cartes en tout cas. Betty? Moi, je dirais un peu pareil en fait. J'ai pas vraiment joué à d'autres jeux de cartes. Ou alors, je suis retournée plus sur des jeux de cartes classiques. Type tarot. Je joue beaucoup au tarot aujourd'hui parce que justement il y a cette espèce de stratégie, etc. Mais c'est vrai que l'univers Magic, je pense qu'il est irremplaçable en fait. Et vous avez tenté, toi tu parlais du jeu d'il y a quelques années, parce qu'il y a eu des jeux récents, Magic Duels et Magic Arena, ça vous parle? Ouais, j'en ai entendu parler effectivement. Moi j'ai joué sur les consoles. Et t'avais aussi l'appli sur iPad. Qui était juste génial. Par contre, effectivement, on tombe aussi, encore une fois, dans l'aspect mercantile. Moi, je jouais sur la version normale, et puis, si tu veux débloquer, t'avais des quêtes, etc., des trucs à déverrouiller, et il fallait payer. Encore et encore. Et moi, j'aime pas, par principe, je trouve que c'est parce que c'est un puits sans fond, et je le vois par exemple avec mon petit frère qui lui s'est endetté, mais t'as même pas idée à quel point. Non, vraiment, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui du jeu vidéo en ligne. Les gens se font de l'argent sur les autres. Il y a là cet aspect addictif dont on ne mesure pas vraiment l'impact. Ça peut créer de vrais problèmes. Donc effectivement, Magic a son lot. Si tu veux débloquer tout le truc, aller à fond, il faut payer de plus en plus à chaque fois.
Et c'est sans fin. Alain, Gaël, vous avez essayé les jeux vidéo récents ou pas du tout, non? Alors moi, je sais pas, vas-y, commence si tu veux. Moi, c'est juste pour dire pas du tout, non. Ça m'a pas tenté. Moi, je crois que j'avais tenté justement, pareil, celui qui était sorti il y a quelques années et qui est pas Arena ou Duels, qui est sorti récemment, où là, ça ressemble un peu plus à Duels, Hearthstone. oui, c'est une manière de refaire le Hearthstone version Magic. Ouais, c'est ça. Alors que la version qui est sortie il y a quelques années, c'était plus genre, t'achètes un jeu plus qu'un jeu en ligne. Il y a une capacité en ligne, mais effectivement, il me semble qu'il fallait débloquer certaines choses en payant pour avoir le jeu complet. Mais c'était tout, il n'y avait pas d'extension, c'était Magic 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ils ont changé ça récemment, ils ont sorti de nouveaux types de jeux, et ceux-là, je les ai pas encore testés, parce que j'avais pas apprécié en fait, peut-être que tu l'as aimé, mais moi justement ça me plaisait pas. Ce que j'aime bien justement dans Magic, c'est que à l'inverse d'Hearthstone, qui pourrait pas du tout être joué physiquement dans la réalité, Magic c'est vraiment plus quelque chose qui se joue dans la réalité. Pour moi c'est pour rencontrer des gens, et en ligne j'aime pas trop. Et vous continuez à suivre l'actualité de la licence de loin, genre pas du tout, non Pas du tout. Pas du tout non plus. Matt non plus? Non plus. De loin. De loin, parce que là apparemment j'ai vu qu'ils annonçaient la 78e extension avec un retour en Dominaria, ça vous parlera peut-être? Apparemment c'est le premier monde qu'ils ont créé, donc voilà, c'est apparemment... Ils sont trop jeunes pour ça. Bah là, ils viennent de terminer Ixalan, je crois, c'est la dernière. Tu dis Moi, j'ai fait la recherche Wikipédia et je m'en suis arrêté là. Hein. Ça et Google Actualité, faut pas aller chercher trop loin. Et franchement, je sais pas vous en tant que joueur si vous avez fait le truc, mais là, je regardais un peu Wikipédia pour préparer le podcast. Je trouve que l'univers est devenu flippant, quoi. Déjà, le nombre d'extensions, le nombre de trucs, ça me donne pas du tout envie de recreuser. Moi, je suis après, perdu. si j'avais des cartes dans les mains, je verrais, mais ne serait-ce que chercher. Sur des boutiques en ligne à acheter des nouveaux starters pour recommencer Magic. Aujourd'hui, ça semble compliqué. Les trucs sont incarnés par des personnages. T'as pas de starter de base pour reprendre le jeu, quoi. Ou alors t'as des trucs genre first playing où on va te prendre par la main, on va t'expliquer le truc. Il y a pas de. Ça me semble moins facile à commencer aujourd'hui, étrangement. C'est très bien parce que c'était la question un peu traditionnelle qui conclut chaque podcast. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'y entrer? Du coup, toi tu viens de répondre. Les autres, votre avis sur la question? Moi, je sais pas si aujourd'hui je serais rentrée parce que l'univers est trop riche. Je serais un peu perdue. Je me sens, même moi, en ayant joué avant, je me sens aujourd'hui un peu perdue parce qu'il y a 36 millions de trucs en fait. Ils ont développé, pour du business ou pas, je ne sais pas, beaucoup trop d'extensions, d'additions, de trucs en plus. L'univers, selon que tu joues par exemple dans le type 1, comme disait Alain, tu t'en sors pas. Hein. Alain, Gaël? Moi, c'est un peu pareil. C'est trop riche et trop complexe aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est du temps et de l'argent que je n'ai plus aujourd'hui que j'avais autrefois, quoi. T'as le droit de... Ouais, on a eu le gong, là. T'as le droit je me dépêche, c'est ça. Oui. Alors, je pense que je trouve ça plus facile aujourd'hui, moi, parce qu'effectivement, à chaque extension, ils te sortent, je crois, 2 deck types, où ils te mettent 2 boosters, et c'est vraiment, t'es un peu pris par la main. Donc, tu peux commencer comme ça. Ça, c'est facile. Après, c'est vrai que ce qui devient difficile, c'est quand tu vois l'ampleur du jeu et en fait tout son historique, son passé. Et c'est aussi difficile parce que c'est une manière de jouer, une manière de faire qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple de se connecter à Hearthstone que d'aller dans un magasin de jeux tout un après-midi pour jouer avec des gens. Ok. C'était le mot de la fin, à moins que quelqu'un veuille surenchérir. Matt, oui? Non, je sais pas si on est trop vieux pour ces conneries. En tout cas, on passe quand même pour une belle bande de vieux cons. Écoute, si une fois de temps en temps, c'est pas grave. Généralement, on est plutôt tout sourire en parlant de ce qui nous a fait vibrer à l'époque. Là, c'est pas grave si on est un peu grincheux. Pour conclure, est-ce que vous voulez faire un petit tour de table, si vous avez une actu, des trucs qu'on peut vous suivre? Matt, tu vas peut-être commencer. Suivez-moi sur lescomics.fr et allez chercher Comics Mag gratuitement chez votre libraire. Merci. De rien. Gaël, Alain, Betty, vous voulez peut-être rester dans l'anonymat ou... Non, moi je m'en fiche un peu, mais voilà. C'est parce que je vois pas trop l'intérêt. Non, d'accord. J'ai pas d'activité aussi florissante que celle de Matt. D'accord. Moi, je suis juste avocate, en fait. T'as suffisamment de boulot au barreau, j'imagine. Ouais. Si quelqu'un veut sortir de garde à vue un jour, faites-moi savoir. Tiens, 2 dans la salle, je me sens pas bien. Alain? J'ai pas de grosse actu pour le moment à sortir, donc. Mais bientôt? On verra. Tu reviens. Allez, Alain, parle-nous de tes licences. À la prochaine, peut-être, on verra.
Gaël non plus? Non, pas d'actualité. Non. D'accord. En tout cas, je vous remercie tous une nouvelle fois, c'était cool. Même moi, alors je dis pas que je vais m'y mettre, mais je me suis intéressé le temps d'une heure et je serai sans doute plus curieux la prochaine fois qu'on m'en parlera. On t'apprendra. Bah, avec grand plaisir. Écoute, si vous voulez revenir, ce sera avec grand plaisir. On te roulera dessus. Ce sera avec grand plaisir, je crois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais la prochaine fois, on le fait en live YouTube. On fait une initiation de César au jeu en live sur YouTube et on montre aux gens comment il se fait poutrer avec ses decks qui tiennent pas la route. La manière dont vous présentez les choses est ultra séduisante. Ça a l'air sympa. Hein. Moi, je suis d'accord. Je signe. Bon, est-ce que vous voyez une musique pour bien finir? Vous avez quelque chose en tête? Sinon, moi, sous le coude, j'ai le thème principal du jeu Magic Duels pour conclure. Vous avez pas de truc plus possible. Bon, bah, on va prendre ça. Il y en a plusieurs des sympas dans le soundtrack du jeu, mais celui-là, il est tranquillou, c'est pas fait pour se dire au revoir. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, Matt, Alain, Gaël, Betty, c'était super. On vous retrouve au micro quand vous voulez. Et à bientôt. Merci de nous avoir. À bientôt. Allez, à plus tard. Là, je mettrai une musique qui reste à définir. Si vous avez des idées, je suis preneur. Hein. Un truc épique. Ouais. Ou Diana Ross, Magic. Magic.